Salut, je m'appelle Olivier Compagne et je vais vous parler de la théorie intégrale qui a été fondée par le philosophe américain Ken Wilber. Alors la théorie intégrale, c'est une théorie ou plutôt une métathéorie qui vise à incorporer et à organiser toute la connaissance humaine de toutes les disciplines passées, présentes et futures. À cause de cette ambition, elle a même été appelée de façon un peu provocatrice une théorie du tout. Alors, si on devait résumer la théorie intégrale en une phrase, on dirait qu'elle part du postulat de base que aucune théorie, aucune connaissance humaine, en tout cas aucune connaissance humaine qui résulte d'une tentative honnête et rigoureuse de comprendre la réalité, ne peut être à 100% fausse. C'est-à-dire qu'il y a forcément une partie de vrai dans chaque discipline, que ce soit de la spiritualité à la linguistique, en passant par la neurologie par exemple. Alors si elles sont tout au moins en partie vraies, le but de la théorie intégrale, c'est de proposer une structure ou un modèle qui accueille les contributions valides de chaque discipline, tout en rejetant leurs erreurs et leurs excès. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui. On fait face à des défis globaux, qui soient écologiques, économiques ou sanitaires, et qui sont tellement complexes qu'aucune discipline seule ne peut apporter de solution entière. On a donc vraiment besoin d'un cadre théorique qui permet de générer des solutions qui intègrent les apports de disciplines multiples. Et c'est exactement ce que tente de faire la théorie intégrale. Alors, bon, avant d'aller plus loin, je vais vous donner un petit peu de contexte sur la théorie intégrale. Comme je disais, elle a été fondée par le philosophe américain Ken Wilber, qui a écrit plus de 20 livres depuis la fin des années 70 sur la question, et qui sont aujourd'hui traduits dans environ 24 langues. Alors, depuis les années 70, il a développé sa pensée au fur et à mesure de ses ouvrages, mais c'est vraiment à partir de 1995, avec la publication de son ouvrage principal qui s'appelle Sexe, écologie et spiritualité, qu'il a commencé à utiliser le terme de théorie intégrale en référence à son modèle. Et c'est là qu'elle a vraiment pris sa forme. Alors aujourd'hui, la théorie intégrale elle est très peu connue en France, elle est surtout répandue aux États-Unis et dans une certaine mesure en Europe, notamment dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Espagne, un peu en Italie je crois, mais encore une fois très peu en France. Donc c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo en français, car il y a vraiment très peu de matériel disponible sur la théorie intégrale en français. Il me semble qu'il y a seulement 2 livres de traduits, et c'est des livres de vulgarisation. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je donne la référence d'un de ces livres à la fin de la vidéo. Donc la théorie intégrale, elle a beau être relativement peu connue, elle est pourtant aujourd'hui utilisée dans plus de 35 domaines académiques et professionnels. Elle est appliquée à des contextes qui sont aussi variés que la psychothérapie, donc à une échelle relativement petite, ou à des contextes bien plus globaux, comme le programme des Nations Unies Leadership for Results, chargé de lutter contre le sida dans le monde. C'est donc définitivement un modèle utile pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de domaines. Donc voilà brièvement de quoi vous donner une idée d'où vient la théorie intégrale et où elle en est aujourd'hui. Alors voyons maintenant ce qu'est la théorie intégrale, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que c'était une métathéorie, mais ça veut dire quoi? Méta, déjà, c'est un préfixe grec qui veut dire au-delà ou à propos de. Et donc ici, une métathéorie, c'est une théorie qui a pour objet d'autres théories, ou une théorie à propos des théories. Donc là où les théories, ou prenons plutôt des disciplines qui sont des ensembles de théories, comme par exemple la biologie, l'histoire et la spiritualité. Donc là où ces disciplines ont pour objet d'étude des choses de la vie, donc par exemple la biologie étudie la vie organique, l'histoire étudie l'histoire des hommes et des femmes, et la spiritualité étudie l'éveil spirituel. Donc là où ces 3 disciplines ont pour objet des choses de la vie, une métathéorie, elle a pour objet d'étude d'autres disciplines. D'accord? Donc la théorie intégrale, qui est une métathéorie, elle se place à un niveau d'abstraction supérieur, et elle permet d'organiser les disciplines dans un ensemble cohérent, là où elles sont généralement séparées. Une autre façon d'illustrer cette idée, c'est de prendre la métaphore d'une carte géographique. C'est comme si chaque discipline traçait la carte d'un terrain géographique particulier. Par exemple, la psychologie cherche à dessiner la carte de la psyché humaine. La biologie cherche à dessiner la carte des organismes vivants. Mais ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que depuis la naissance de ces disciplines, les chercheurs ont affiné leur compréhension de leur objet d'étude. Ils sont allés en profondeur dans des sujets de plus en plus précis et spécialisés. Par exemple, en biologie, on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Mais on n'a pas de carte globale qui permet de comprendre comment ces disciplines sont liées entre elles. Comment la psychologie est reliée à la biologie, par exemple. Ou comment la science est reliée à la religion, pour prendre un exemple qui fait vraiment débat aujourd'hui. Le problème, c'est qu'en l'absence d'une carte globale, les différentes disciplines, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes et à défendre leur légitimité en critiquant les autres. Je me souviens quand j'étais en licence de sociologie en France, on nous disait qu'il fallait surtout pas utiliser la psychologie pour expliquer des comportements humains. Il fallait trouver une explication sociologique, parce que les sociologues estimaient que leur science était plus vraie, plus légitime que la psychologie. On parlait même péjorativement de psychologisme pour désigner ce recours à la facilité d'expliquer un phénomène par des arguments psychologiques. Et en fait, ce genre de comportement entre disciplines, il est extrêmement répandu, comme toute personne qui est dans le monde académique le sait. Ça serait pas si grave si c'était juste un groupe de scientifiques dans leur tour d'ivoire académique qui se chamaillaient, sauf que toutes ces disciplines, elles servent à développer des solutions pour des problèmes concrets du monde. Par exemple, prenons le problème du sida dans les pays en voie de développement. Si on considère le sida seulement comme un problème médical, on n'arrivera jamais à résoudre ce problème. Le sida, comme le programme de l'ONU Leadership for Results dont je parlais tout à l'heure a observé, c'est un problème aux dimensions multiples. Il implique des problèmes de normes culturelles, des problèmes de pauvreté économique, de manque d'infrastructures, d'inégalité des sexes. Il implique aussi la dimension psychologique de la honte et de la culpabilité que les malades peuvent ressentir. Et tout ça doit être pris en compte pour développer une réponse globale à un problème aussi complexe. Ça veut dire avoir des gens de disciplines complètement différentes qui se mettent ensemble et discutent de solutions combinées. Donc on a vraiment besoin d'une carte globale qui permet d'organiser et de relier les différentes disciplines. Et ça, c'est exactement ce que tente de faire la théorie intégrale. C'est une carte du monde de toutes les disciplines qui étudie différents aspects de la réalité. Alors on a vu un peu ce qu'était la théorie intégrale. Maintenant, regardons un peu comment ça marche. Rentrons dans le vif du sujet. Alors assez simplement, pour n'oublier aucun aspect de la réalité, la théorie intégrale, elle prend systématiquement en compte 5 éléments. Ces 5 éléments, ils ont donné un diminutif à la théorie intégrale, c'est le sigle AQUAL. C'est une abréviation en anglais de tous les cadrans, tous les niveaux, toutes les lignes, tous les types et tous les états. Ces 5 éléments, c'est des structures élémentaires et récurrentes de la réalité qu'on retrouve à peu près partout. Alors là, je vais vous donner un bref aperçu de ces éléments, mais je les développerai plus en détail dans d'autres vidéos. Alors commençons par les cadrans. Les cadrans, c'est vraiment un symbole de la théorie intégrale. On les appelle comme ça en raison de leur représentation graphique, et ils désignent 4 dimensions ou perspectives élémentaires de la réalité. Ça paraît sûrement abstrait, mais regardez, vous allez comprendre. Ils sont constitués par une double distinction de la réalité. La première, c'est la distinction entre la dimension intérieure et la dimension extérieure. En fait, Ken Wilber il s'est rendu compte que certaines sciences s'appliquaient à comprendre la dimension purement intérieure de l'humain, c'est-à-dire ses pensées, ses émotions, ses sensations, c'est la dimension de l'expérience subjective. D'autres disciplines, comme la plupart des sciences occidentales, observent la dimension extérieure de la réalité, celle qui est concrète et objective. En gros, tout ce qu'on peut voir, qu'on peut mesurer avec des instruments, comme le comportement, le corps, les neurones, les planètes, etc. Donc ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, elle vient surtout de sciences plus récentes dans l'histoire de l'humanité. C'est la distinction entre la dimension individuelle et la dimension collective. La dimension individuelle, c'est la plus intuitive, c'est celle qui est à l'échelle de l'individu. Mais il y a des disciplines comme l'anthropologie et la sociologie qui ont révélé que même les comportements individuels, comme le suicide, peuvent être expliqués par des déterminants culturels et sociaux. Et ces déterminants culturels et sociaux, c'est des réalités collectives, qu'on ne peut pas réduire à des réalités individuelles. Donc ces deux distinctions, ça nous donne 4 cadrans, qui sont 4 dimensions ou perspectives de la réalité, et, point très important dans la théorie intégrale, c'est qu'ils sont irréductibles. Ça veut dire que la théorie intégrale, elle refuse de réduire les pensées à des réactions électrochimiques dans le cerveau, par exemple, ou bien des normes culturelles à des acquis purement individuels.
ou bien des déterminants économiques systémiques à des actions individuelles. Et notez qu'il existe même des disciplines académiques qui visent à étudier ces différentes dimensions. Dans le cadran supérieur gauche, la psychologie cherche à étudier l'intérieur de l'individu. La biologie ou l'anatomie cherche à étudier l'extérieur de l'individu, en l'occurrence le corps. L'anthropologie et la sociologie, dans une certaine mesure, étudient la dimension intérieure du collectif, tout ce qui est culturel. L'économie ou la sociologie dans un autre sens, ou la théorie des systèmes, étudie l'aspect extérieur des réalités collectives. Donc voilà en très rapide le concept des cadrans. J'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos. Le deuxième élément le plus développé de la théorie intégrale, c'est celui des niveaux de développement. Alors les niveaux de développement, ils représentent le principe d'évolution à l'œuvre dans tous les cadrans. C'est un sujet complexe qui est souvent mal compris, mais un exemple simple de niveau de développement, c'est la distinction entre les grands courants de l'humanité pré-modernes, modernes et post-modernes. Et reconnaître la différence entre ces courants en termes d'évolution, ça permet de mieux comprendre comment intégrer leurs contributions, alors que bien souvent ce qui les relie c'est la méfiance voire l'hostilité. Par exemple, le concept de ces niveaux de développement, il permet de reconnaître la contribution de disciplines typiquement pré-modernes, comme la spiritualité, typiquement moderne et positiviste, comme la physique, et typiquement post-moderne, comme l'anthropologie ou la linguistique. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des choses révolutionnaires de la théorie intégrale, et pourquoi elle gagne à être connue. Donc voilà en gros pour les niveaux de développement. Je vais passer rapidement sur les 3 derniers éléments, que je développerai plus dans d'autres vidéos, parce qu'ils sont un peu moins développés dans la théorie intégrale, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Alors, le 3e élément, c'est les lignes de développement. Les lignes de développement elles représentent les différentes capacités qui se développent dans les niveaux de développement. En effet, le développement et l'évolution ne sont jamais monolithiques, et les lignes de développement, elles sont là pour représenter cette complexité. Par exemple, dans le développement de la conscience humaine, on a plusieurs lignes ou plusieurs intelligences. Par exemple, l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence spatiale, etc. Un 4e élément, c'est les états. Alors les états, ils représentent les états temporaires de la réalité. Pour rester dans le domaine de la conscience, ils représentent les différents états dans lesquels vous pouvez vous trouver, par exemple, au cours de la journée. Calme, euphorique, triste, même ivre. Ou bien même des états de conscience altérés, comme par la méditation. Ils n'ont pas lieu seulement dans la conscience, ils ont lieu dans tous les cadrans. Donc, par exemple, dans le cadran inférieur droit, on peut parler des états de la météo. Ensoleillé, tempête, enneigé. Les états, ils sont importants à prendre en compte parce que bien qu'ils soient temporaires, ils peuvent être très puissants et ils rendent compte du fait que bien qu'il y ait des tendances de fond, la réalité en surface, elle est toujours changeante. Et le dernier élément, c'est les types. Alors les types, un autre terme pour les types, ça pourrait être les styles. Et en fait, ils rendent compte de la variété de styles qui se manifestent dans différents domaines, donc dans tous les cadrans encore une fois. Ils représentent par exemple les différents types de personnalités, comme ceux relevés par le système Myers-Briggs, ou bien les personnalités introverties et extraverties. Dans d'autres cadrans, ça peut être différents types de culture, différents types d'anatomie, ou différents types de climat. Enfin voilà, les types servent à rendre compte de cette diversité de la réalité. Voilà, j'achève donc un bref aperçu de ce que propose la théorie intégrale. Vous pouvez voir que ce système il a le potentiel pour accueillir des contributions d'énormément d'approches, d'énormément de disciplines et de visions du monde. Et on vit aujourd'hui dans une époque unique dans laquelle pour la première fois, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on a potentiellement accès à toutes les connaissances humaines disponibles. Et à défaut d'un modèle qui permet de les contenir, on est réduit à une guerre entre ces disciplines, et à ne pas savoir comment articuler leurs différentes mais précieuses contributions. Donc la théorie intégrale, elle a pour but d'organiser ces connaissances. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à déjà regarder mes futures vidéos, qui vont décrire plus en détail les différents éléments. Et si vous comprenez l'anglais, il y a une myriade de livres sur la théorie intégrale qui sont disponibles. Je vais vous laisser avec une image symbole de la théorie intégrale qui représente des niveaux de développement dans les 4 cadrans de façon un peu plus détaillée que ce que j'ai pu vous montrer dans ma petite introduction. Donc merci d'avoir pris part à cette vidéo et j'espère à bientôt.